In the after. La traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle. Ils entendent le plus léger des bruits de pas. Ils sont plus rapides que le plus dangereux des prédateurs. Et leur traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle. Amy est devant sa télévision quand le pire se produit, quand ils attaquent. New York, Paris, Tokyo. Des créatures sans pitié déferlent et dévorent les humains. Personne ne sait d'où ils viennent, mais une chose est sûre. La population de la planète décroît dramatiquement en quelques jours à peine. À l'abri de la grille électrifiée de sa maison, Amy parvient à leur échapper. Mais pour combien de temps? Elle, qui a perdu tous les siens, parvient tout de même à recueillir Baby, une petite fille qui a miraculeusement survécu aux crocs acérés des nouveaux maîtres du monde. 3 ans qu'elles survivent en autarcie, quand d'autres survivants commencent à se manifester. Elles pensent que leur enfer est terminé. Mais il ne fait que commencer. Première partie, après. Je ne sors que la nuit. Je remonte la rue déserte puis je m'arrête, muscles tendus, prêt à l'action. Les herbes folles bruissent dans le vent, j'incline la tête, je les guette. Les films d'horreur ont tout faux. Les monstres ne peuplent pas nos nuits, ils n'attendent pas patiemment, tapis dans l'ombre, le bon moment pour surgir. Ils chassent le jour, en pleine lumière, quand la visibilité est à son maximum. La nuit, si par miracle vous parveniez à ne faire aucun bruit, ils pourraient presque vous frôler sans même remarquer votre présence. Tout est calme. Méfiance, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas dans les parages. Je me remets en marche, lentement d'abord, avant d'accélérer l'allure. Mes pieds nus effleurent le trottoir zébré de fissures sans produire le moindre son. Je ne suis plus qu'à quelques rues de chez moi. Je touche au but, à condition de savoir rester invisible et inaudible. Mais s'ils ont vent de ma présence, je pourrais aussi bien me trouver à 3 mètres de chez moi qu'à des kilomètres. Ça ne fera aucune différence. J'ai appris à vivre dans un monde de silence. Je n'ai pas prononcé un seul mot depuis 3 ans. Ni pour commenter la météo, ni pour hurler une mise en garde, ni même pour murmurer mon propre nom, Amy. Si je sais que 3 ans se sont écoulés, c'est parce que j'ai compté les saisons depuis cet été-là. Celui de mes 14 ans, le dernier été avant l'après. Au loin, une branche craque. Je m'arrête net. Crispé, je réajuste mon sac avec précaution afin que les boîtes de conserve qu'il contient ne s'entrechoquent pas. Le moindre bruit, même anodin, me met sur le qui-vive. Soudain, les nuages s'écartent pour laisser place à la lune, dont l'éclat vient illuminer la rue. Je scrute les alentours, aux aguets. J'examine une vieille carcasse de voiture à l'affût du moindre signe de la présence des créatures. Rien. Je m'apprête à continuer mon chemin quand, à la dernière seconde, je décide de choisir la prudence et de disparaître dans un massif d'arbustes, au milieu d'une cour abandonnée. Je préfère attendre qu'un nuage dissimule la lune, que l'obscurité se referme sur la nuit. Je ne peux pas m'en remettre au hasard, car Baby m'attend à la maison. Dans mon sac se trouvent des provisions indispensables à notre survie. Baby n'a que moi au monde. Je l'ai trouvé peu après le désastre, quand je croyais encore que les choses pouvaient revenir à la normale. Mais cet espoir-là, je l'ai abandonné depuis bien longtemps. Un monde à ce point parti en vrille, ça ne se répare pas. Chapitre 2. Voilà comment je perçois le temps. Le passé, c'est l'avant, et le présent, l'après. L'avant, c'était le monde réel. L'après, lui, a tout du cauchemar. Avant, j'étais heureuse. J'avais des amis, je faisais des soirées pyjama. Mes projets? Prendre des leçons de conduite pour décrocher mon permis le plus tôt possible. Mes 2 bêtes noires de l'époque? L'interdiction d'avoir un petit copain et les devoirs de maths. Je prenais mes parents pour des tocards finis. D'un côté, mon père obsédé par l'écologie, je répétais à qui voulait l'entendre que c'était un éco-couillon. Et de l'autre, ma mère, qui ne pointait jamais son nez à la maison, sauf pour le sacro-saint dîner en famille du dimanche soir. Avec elle, j'étais plus indulgente, malgré tout. Je la qualifiais seulement de folle du boulot. Elle travaillait pour le gouvernement, des trucs ultra secrets. Je me croyais maligne, et avec mes parents, je me comportais parfois comme une sale gamine. J'adorais les voir se tortiller de honte quand je leur faisais comprendre que leur « parce que c'est comme ça » ne me faisait ni chaud ni froid. J'avais des bonnes notes à l'école, je devinais souvent la fin des films et des livres. Aujourd'hui, le lycée, les amis, se faire une toile, ouvrir un nouveau bouquin, c'est fini, terminé.
Les monstres sont arrivés un samedi. Je le sais parce qu'en semaine, j'aurais été en cours et je serais morte. Le dimanche, j'accompagnais toujours mon père chez mes grands-parents à Sunny Pine. Et s'ils étaient arrivés un dimanche, je serais morte aussi. Je me souviens que je regardais la télé et qu'à mon grand agacement, l'image s'est mise à tressauter comme si l'électricité allait lâcher. Peut-être mon père était-il en train de bricoler les panneaux solaires sur le toit? On n'avait pas tellement besoin de les entretenir, mais il s'évertuait à les nettoyer à coups de tuyaux d'arrosage 2 fois par an, ce qui ne manquait jamais de faire sauter toute l'électronique de la maison. J'allais jeter un coup d'œil dans le garage, sa voiture électrique ne s'y trouvait pas. Il avait dû filer au marché des producteurs locaux s'offrir des carottes bio à prix d'or. Je me fis réchauffer des mini-pizzas, que ma mère dissimulait à la vue de mon père, bien au fond du congélateur, pour les grignoter devant la télévision. Je zappais au hasard, je ruminais ma peine, comme souvent à l'époque. Si seulement mes parents pouvaient enfin entendre la voix de la raison et s'abonner au câble. Ma vie était tellement injuste. Ma mère venait d'offrir à mon père un véhicule électrique flambant neuf, dont le prix excédait sans doute celui des 4 années de ma future scolarité universitaire. Pourtant, elle refusait obstinément de dépenser $50 de plus par mois pour capter des programmes télévisés dignes de ce nom. Plus tard ce jour-là, j'étais censé rejoindre mes 2 meilleurs amis au cinéma. Mais toujours aucune nouvelle d'eux, malgré l'heure avancée. Tim était fou amoureux de Sabrina depuis des éternités, mais ses parents à elle ne les autorisaient à se voir qu'en ma présence. On se chambrait à longueur de journée. J'étais leur chaperon, comme dans les romans du XIXe siècle. Je prenais une voix chevrotante pour déclarer « Pas d'enfant, de l'amour, mes petits. Pas tant que cette bonne vieille Amy veillera au grain. » Leur servir d'escorte ne me dérangeait pas vraiment. Ils ne me donnaient jamais l'impression de tenir la chandelle. D'ailleurs, Sabrina n'était pas encore bien sûre d'être vraiment amoureuse de Tim. On se connaissait depuis l'école primaire, elle et moi. À l'époque, tout le monde me traitait comme la pestiférée de service pour avoir sauté une classe. Mais pas elle. Ensuite, on était restés amis au collège, et même jusqu'au lycée. Je finis par poser mon téléphone, ainsi que mes pieds, sur la table basse, histoire de prêter enfin un peu attention à l'écran. J'avais beau zapper, toujours la même image. Je m'arrêtais sur une des chaînes, interloqué. Un discours du président? Tss, manquait plus que ça. Je n'écoutais que d'une oreille, absorbé par mes mini-pizzas. Nous avons appris, disait-il d'une voix monotone, qu'il ne s'agissait pas d'une attaque isolée. Quoi? Je me redressais, la bouche encore pleine. J'étais trop jeune pour me rappeler la série d'attentats survenus au début du siècle, mais ma mère, qui travaillait pour le gouvernement, parlait constamment de la faiblesse de nos dispositifs antiterroristes. J'augmentais le volume. Le président semblait épuisé, ses cernes percées sous l'épais maquillage destiné aux caméras. La structure a atterri à Central Park tôt ce matin, expliquait-il face à une vingtaine de micros. Pour l'instant, le sort des habitants de la ville de New York, ainsi que de sa banlieue, demeure inconnu. Nous travaillons d'arrache-pied pour découvrir la cause exacte de cette interruption de toute communication le plus. Il fut soudain coupé par le logo d'un flash spécial. Je bus une gorgée de soda, plutôt étrange que la chaîne interrompe le chef de l'État. Je n'y comprenais rien, je ne mesurais pas encore la portée de l'événement. À l'image suivante, je faillis m'étrangler en avalant. Il y avait bien une structure dans Central Park. Une créature en émergea et marqua un temps avant de se tourner vers les caméras. Entre 2 accès de tout, j'appuyai sur la touche pause du magnétoscope numérique, puis me levai carrément de mon siège. C'était la première fois que je voyais un alien. Chapitre 3. Après leur arrivée, je mis 3 semaines entières avant d'oser quitter la maison. Les chaînes de télévision avaient arrêté d'émettre au bout de quelques jours, mais de toute façon, elles ne servaient absolument à rien. Les mêmes images y passaient en boucle. Des aliens avaient débarqué, ils étaient hostiles à l'homme. La moitié des habitants de la Terre étaient déjà morts, rien que ça. Comme ils se déplaçaient à une vitesse effrayante, l'invasion de la planète progressait avec une rapidité fulgurante. Contrairement à ce que j'avais toujours entendu répéter à longueur des navets hollywoodiens, ils ne détruisaient pas les bâtiments, ne s'attaquaient pas à nos ressources. Ce qu'ils visaient, c'était nous. Ils voulaient nous dévorer. Le premier jour, je mis du temps à comprendre ce qui se passait. Les mains tremblantes, je tentais d'appeler mes amis et ma famille. Mon père n'avait pas de portable, il détestait ça. « Cause indéniable de cancer du cerveau », répétait-il toujours. Ma mère était équipée d'un smartphone à l'écran tactile Ternicry fourni par son travail, mais elle ne daigna jamais décrocher. Sa ligne fixe, au bureau, me renvoyait systématiquement à sa messagerie. Le portable de Sabrina ne faisait que sonner dans le vide, comme celui de Tim. J'essayais d'appeler ma cousine en Virginie et mes grands-parents maternels à Miami. Pas la moindre réponse. Prise d'une rage frénétique, je composais un à un tous les numéros de mon répertoire. Très vite, il devint impossible de passer le moindre appel.
À l'autre bout du fil, une voix désincarnée répétait en boucle: toutes nos lignes sont occupées. Merci de réessayer ultérieurement. Et puis, pour finir, plus de réseau. Je regardais l'écran une minute entière avant de jeter de toutes mes forces le téléphone contre le mur. Roulé en boule sur le canapé, j'essayais pendant de longues minutes de retenir mes larmes, mais je ne pus me contenir bien longtemps. Au bout de plusieurs heures, mon père n'était toujours pas rentré. Il me fallut bien admettre qu'il était très probablement mort. Il avait des notions de survie en milieu hostile, mais je l'imaginais mal tenir en tête à une bande d'aliens déchaînés. Ma mère, elle, en avait peut-être réchappé. Elle travaillait dans des bureaux gouvernementaux où le degré de sécurité était maximal, des locaux gardés par des soldats. Mais comment la joindre? Et l'armée était-elle réellement capable de la protéger de ces créatures répugnantes? Il me fallut me résoudre à l'évidence. C'était un massacre, là dehors. Mes deux parents avaient, selon toute probabilité, succombé à l'invasion. Je restais à sangloter sur le sofa jusqu'à me vider complètement de mon énergie et de mes larmes. Finalement, je me traînais jusqu'au frigo pour attraper le pot de Ben Jerry's de mon père dans le congélateur. La seule nourriture grasse qu'il s'autorisait. À l'écouter, sans sorber parfum Cherry Garcia, la vie ne valait pas d'être vécue. Je me gavais de glace avant de régurgiter une substance violet-rose sur le carrelage. Je m'endormis sur place, épuisé, complètement à bout de force. À mon réveil, plusieurs heures plus tard, impossible d'abord de comprendre ce que je faisais là. Puis, au spectacle de la mare de vomi répandu sur le sol de la cuisine, tout me revint en mémoire d'un seul coup. En une toute petite seconde, je me retrouvais de nouveau anéanti. Impossible, d'abord, de lever le petit doigt. Mais la puanteur finit par avoir raison de moi. Je me redressai en frottant mes bras engourdis afin d'y activer la circulation. Mes sanglots hystériques n'aideraient ni mon père, ni mes amis, ni moi d'ailleurs. À ce moment-là, au fond de mon esprit, un déclic se produisit. Ou peut-être quelque chose se brisa-t-il, tout simplement. Je devais me prendre en main. Je me levai avec précaution, sur des jambes flageolantes, pour aller prendre des produits d'entretien sous l'évier. Une fois le nettoyage terminé, j'attrapai un livre, tel un automate, avant d'aller me terrer dans ma chambre, incapable d'affronter mes propres pensées. Il fallait que je m'évade, même pour un court instant, dans une histoire d'avant, de bien avant. Cette nuit-là, la première, je m'imaginais encore naïvement que tout allait s'arranger. Je restais scotché à la télé, à regarder les chaînes d'actualité rapporter les mêmes informations, encore et encore. Face à la mort d'autant d'hommes et de femmes, j'étais tétanisé de douleur, mais persuadé que nous finirions par vaincre les envahisseurs, quels qu'ils puissent être. Après tout, nous étions le pays le plus puissant de la planète. Au bout de 2 jours, la télévision cessa d'émettre. Les radios, elles, fonctionnaient encore. Les voix, qui ne parlaient à longueur de journée que d'un chaos indescriptible, me réconfortaient malgré tout. Tous tentaient de fuir, mais ils étaient partout. Tous essayaient de se cacher, mais ils finissaient toujours par vous trouver. Le 3e jour, la radio s'éteignit à son tour. Dans ma chambre, je dévorais les bouquins les uns après les autres, comme en transe, pour m'empêcher à tout prix de penser à ce qui était en train de se produire. Les livres m'avaient toujours permis de me changer les idées, mais, à présent, ils représentaient ma dernière bouée de sauvetage. Un moyen de me retrouver totalement ailleurs, de ressentir autre chose que l'engourdissement pernicieux qui s'était emparé de mon corps, au point que je doutais parfois d'être encore en vie. Mon père, qui adorait Shakespeare, avait l'habitude de m'en lire des passages pour discuter ensuite de leur sens avec moi. Je relus Roméo et Juliette, que je refermais en pleurant comme une madeleine. Avant, ces 2 idiots m'irritaient. Ils auraient pu s'organiser, enfin, juste se mettre d'accord pour coordonner leurs décisions. Mais dans l'après, toutes les cartes étaient redistribuées. Les amants maudits parvinrent à me faire craquer comme jamais. Complètement effondré, j'allais me glisser sous les couvertures du lit de mes parents, où je sanglotais jusqu'à en tomber de sommeil. Un bon résumé de mon état d'esprit de l'époque, en somme. Mon humeur oscillait sans arrêt entre un sentiment de deuil quasi hystérique et l'absence totale d'émotion. Le 4e jour, je me forçai à manger. Ensuite, histoire de préserver un semblant de normalité, j'entrepris de ranger la maison. Après quoi, je réunis toutes les photos d'amis et de parents que je pus trouver, afin d'en faire un grand collage sur la porte de ma chambre. Je pillai les albums familiaux les uns après les autres et, pour m'occuper l'esprit, je m'appliquai à placer chaque cliché dans l'ensemble avec le plus grand soin possible. Bien plus facile que d'affronter la réalité, non? Parfois, j'avais du mal à me concentrer. C'était quand même la fin du monde, mine de rien. D'autres êtres humains se battaient-ils pour survivre autour de moi? Je mourais d'envie de m'aventurer dehors pour en avoir le corps net, mais j'avais bien trop peur d'eux. Je finis par me décider de monter jusqu'à notre terrasse, sur le toit, d'où je les regarderai pour chasser des hommes dans la rue. Les créatures se déplaçaient plus vite que je ne l'aurais cru possible. On ne voyait qu'une masse verte indistincte,
couleur jungle. La lumière allumait des éclairs dorés au fond de leurs yeux jaunes brillants. Ces monstres se jetaient sur leur proie avec une frénésie féroce, sans même se soucier de les achever avant de les dévorer. Ils déchiquetaient furieusement la chair de leurs victimes qui poussaient des hurlements atroces. Le bruit attirait toujours plus de créatures, dont l'appétit semblait insatiable. Ces premiers jours furent emplis de cris qui résonnaient du matin au soir. C'était abominable, mais la véritable terreur s'installa dans mon cœur quand toutes les voix se turent, et que le monde finit par retomber dans le silence. À croire qu'il ne restait plus que moi sur cette terre, moi et eux. Le 4e jour, à la nuit tombée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé d'allumer la lumière. L'obscurité régnait dans tout le quartier, à l'exception de notre maison, ma maison. Personne d'autre que moi n'avait plus d'électricité. Dans ma tête, je remerciais mon père, qui tenait à ne laisser aucune empreinte carbone et avait, pour s'en assurer, installé une série de panneaux solaires sur le toit. D'un point de vue énergétique, notre domicile était autosuffisant, du moins autant que le permettaient les avancées technologiques de l'époque. Ce soir-là, j'ignorais encore qu'ils sont attirés par la clarté comme le papillon par la flamme. En fait, je sais maintenant qu'ils ont la vue basse. Tout ce qui brille les attire, et ils commençaient déjà à comprendre qu'au milieu de l'obscurité, toute source de lumière était quasi synonyme de présence humaine, c'est-à-dire, pour eux, de repas facile. Je fus sauvé par la marotte de ma mère, notre grillage électrifié. Nous avions beau vivre dans les beaux quartiers, très calmes, de la banlieue de Chicago. Elle était contrainte d'assurer la protection des documents ultra secrets qu'elle ramenait chez nous. Elle avait donc fait installer une deuxième clôture derrière notre magnifique portail en fer forgé. Celui-là même qu'ils arrachèrent et détruisirent ce jour-là en seulement quelques minutes. Et l'idée, à l'époque où elle avait commissionné les travaux, était de faire de notre maison une zone sécurisée. Une expression qui, depuis, est souvent revenue en boucle dans ma tête. Mes deux parents étaient tellement différents l'un de l'autre que parfois je me demande comment ils arrivaient à se supporter. Pourtant, ils s'aimaient comme des fous. Leur démonstration d'affection en public me faisait piquer des phares. J'avais même l'habitude de simuler des nausées pour qu'ils arrêtent leur manège. Aujourd'hui, quand j'y repense, le regret me serre la gorge. À vrai dire, je regrette un tas de choses que j'ai faites, avant. Chapitre 4. Ces premiers jours, une fois passés, j'appris très vite à limiter autant que possible mes émissions sonores et à éteindre toutes les lampes, le soir ou par temps sombre. La nuit, ils se cachaient, mais le moindre son, le moindre éclat de lumière les attirait aussitôt de leur tanière. Il suffisait d'un seul petit bruit, même à peine audible, pour que des silhouettes à la peau vert scintillant se jettent sur la clôture pour tenter d'en déchiqueter les maillons électrifiés. Armé des jumelles de mon père, je les épiais longuement, fasciné de leur apparence grotesque, leurs grandements féroces et leurs crocs acérés. Ils possédaient bien 2 bras et 2 jambes, mais là s'arrêtait leur ressemblance avec le genre humain. Sans aucun poil ni cheveux, ils étaient tous de la même nuance vert-jaune. Ils ne portaient pas de vêtements, à l'exception de quelques-uns d'entre eux, affublés de t-shirts ou de pantalons déchirés sans doute récupérés sur des morts. Un jour, j'en vis même un arborer une casquette de baseball sale aux couleurs des Cubs de Chicago. Quel fou rire j'ai eu! Dans l'après, mon sens de l'humour était devenu un peu tordu, il faut croire. Parfois, je les apercevais massés au grillage. Soit parce que je faisais trop de bruit et qu'ils m'avaient entendu, soit tout simplement parce qu'ils erraient sans but dans le voisinage. Ils ne semblaient pas très curieux de nature, seule la recherche d'un potentiel repas paraissait receler pour eux le moindre intérêt. Quand ils faisaient trembler la clôture, bravant les chocs électriques dans leur quête féroce de nourriture, je faisais tout mon possible pour les ignorer. Au début, je me cachais tout le temps dans ma chambre, mais je ne tardais pas à développer une fascination malsaine à leur rencontre. Déterminé à découvrir à quoi ils ressemblaient exactement, je décidai d'en examiner un de plus près. Un jour, je pris donc mon courage à 2 mains pour m'aventurer dans le jardin, où je me mis à fredonner à mi-voix. Au bout de quelques secondes, l'un d'eux se montra à la clôture. Il agrippa le métal à pleine main avant d'être projeté en arrière par le choc. Ébranlé, il secoua quelques instants sa tête chauve à la peau verdâtre avant de revenir se jeter sur moi en un clin d'œil. Sans jamais me quitter du regard, il se rua à l'assaut, encore et encore. Était-il incapable d'apprendre de ses erreurs, ou se souciait-il tout simplement peu de la douleur? Mystère. Ses lèvres retroussées découvrant des crocs jaunes, il grinçait des dents et poussait des grondements farouches. En guise de nez, 2 trous béants. Sa peau pendait sur son corps comme des vêtements trop larges. À force d'être exposé au courant électrique, ses paumes noircissaient à vue d'œil, et une odeur âcre de brûlé commençait à s'en dégager. Aussi longtemps que je restais dans sa ligne de mire, il demeura absolument déterminé à m'atteindre. J'étais aussi pétrifié de terreur que fasciné par sa sauvagerie. « Comment ?
Mais comment avez-vous pu nous détruire, bête que vous êtes hurlai-je. Au son de ma voix, qui sonnait dans l'air du soir pour la première fois depuis longtemps, il se jeta avec une ardeur décuplée contre la palissade électrifiée. Finalement, rassuré de voir que le mur de métal tenait le coup, je laissai la créature gronder et baver à la porte. Une fois de retour à l'intérieur, je l'observai depuis la fenêtre en épongeant d'une main tremblante la sueur qui perlait à mon front. Le monstre n'allait pas tarder à oublier le but de sa présence à notre clôture. Il repartirait alors en quête de nourriture et de chair fraîche. Je descendis me pelotonner dans un coin du sous-sol pour me plonger dans un livre, comme si on était encore avant, quand les petits hommes verts n'étaient qu'une plaisanterie et ne pouvaient pas nous manger.